Passer la prochaine heure ensemble. On est bien dans l'atelier gaz naturel renouvelable. Vous êtes dans la bonne salle. Non, donc, on va parler de solaire pour la prochaine heure. Mon nom est Jean-François James. Je suis directeur exécutif au développement énergie renouvelable chez Énergir. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Sébastien Arcan et Cyril Carabeau. On va parler de solaire aujourd'hui. L'énergie solaire est très présente à travers le monde. C'est une des piliers de la transition énergétique dans plusieurs pays. Les coûts du solaire ont diminué de façon très importante au cours de la dernière décennie. On parle de 70, soit 80% de réduction de coûts depuis le début des années 2000. Et pourtant, au Québec, le solaire est une fraction de 1% de la puissance installée et puis d'une des sources de production d'électricité au Québec. Donc, on va se poser la question aujourd'hui avec nos panélistes. Quelles sont les belles expériences qu'on connaît en France? On va voir aussi les retours d'expérience d'un industriel québécois qui a exporté son savoir-faire et sa technologie ailleurs dans le monde. Donc, ça va être super intéressant de les entendre parler. Puis après, on aura une période de questions. Donc, je vais vous solliciter pour poser des questions à nos panélistes. Et puis, si vous n'en avez pas, j'en aurai pour eux. Donc, je vais les présenter un peu plus formellement là, avant chacune des présentations. On va commencer avec Cyril Carabeau. Donc, permettez-moi de lire mes notes là, donc, pour être sûr que ce soit complet. Donc, Cyril est secrétaire général et responsable des relations internationales du syndicat des énergies renouvelables, organisation professionnelle œuvrant pour un environnement réglementaire et législatif favorable au développement des énergies renouvelables en France. Donc, un peu la QPR français, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait. Donc, il a débuté sa carrière en tant que chef de projet chez Engie dans le domaine de la microgénération. Il a ensuite traversé l'Atlantique pour travailler pour l'Association canadienne de l'énergie éolienne afin de poser les bases du programme canadien d'énergie éolienne. Après cette expérience internationale, Cyril a travaillé pendant 10 ans en France pour un cabinet de conseil dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'innovation. Donc, Cyril, la parole est à toi. Très bien. Merci beaucoup. Merci à l'ACPER. J'espère que vous m'entendez bien. On va essayer de faire une présentation dynamique parce que c'est toujours un peu dur après le repas, période de digestion. Et donc, aller très vite sur cette diapo pour vous permettre ensuite de poser des questions. Donc, merci encore à l'ACPER pour l'invitation sur ce sujet qui est ô combien important du solaire. Donc, je vais me lever là, pour pouvoir voir les retours et rester dans l'angle de la caméra. Donc, je vais essayer modestement de vous tracer un état des lieux de l'énergie solaire en France, qui est un des 3 piliers de la transition énergétique avec l'éolien terrestre et l'éolien en mer, en tout cas jusqu'à 2028. Hop, ça c'est l'effet, c'est bloqué. Bon. En tout cas, la première slide, je ne sais pas si en régie on peut la passer. Ah bah voilà, ça y est. Hop, juste pour présenter un petit peu qui on est. Donc, c'est une organisation professionnelle donc, qui a comme objectif de discuter avec le gouvernement français. Et puis 2012, on a développé une activité à l'international pour aussi porter nos entreprises, mais également aider certains gouvernements sur le continent africain à mettre en place leur programme de transition énergétique. Donc on regroupe toutes les filières énergie renouvelable qui participent à cette volonté d'avoir un mix énergétique en France qui s'oriente vers les 100% renouvelables. C'est possible, hein, on va le voir, il y a des études d'organismes très sérieux et indépendants qui l'ont démontré. Donc 450 adhérents, principalement des entreprises. 70% de PME, environ 30% de grands groupes qui se positionnent sur à peu près tous les maillons de la chaîne de la valeur. Donc on a des industriels, on a des développeurs, on a des centres de recherche et de développement, on a des financiers, des assureurs, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision
des enjeux, des défis, des problèmes qui nous sont remontés et comment essayer de les résoudre avec nos interlocuteurs du gouvernement, de l'administration centrale, qui sont les régions également, qui sont nos principaux interlocuteurs. Donc effectivement, le secteur des renouvelables actuellement représente 150 000 emplois directs, nos adhérents 15 milliards cumulés, et on a et 11 filières qui sont représentées au sein de notre organisation, structurées par commission. Et puis, on a des commissions transverses, donc une sur les régions ultramarines, donc tous les discours que j'ai entendus depuis le début sur l'autonomie, les îles de la Madeleine, tout ça, ça parle parce qu'on a aussi des objectifs de 100% de renouvelables sur nos territoires insulaires non interconnectés. Donc on a une commission qui s'en occupe. Et puis on a aussi une commission sur la partie internationale qui travaille avec certains gouvernements. Les objectifs de transition énergétique et de décarbonation en France, ils sont basés sur deux grands documents, deux grandes initiatives. La stratégie nationale bas carbone, donc, qui fixe la trajectoire pour réduire les consommations et électrifier les usages. Et vous voyez qu'à 2050, on a prévu une augmentation de 25% de la consommation électrique, toujours dans cette idée de décarboner aussi bien l'industrie, le transport, le logement, qui sont les principales sources d'émissions de carbone, puisque on a, et c'est assez, le parallèle est assez frappant, c'est que l'hydroélectricité québécoise, c'est le nucléaire français au niveau de la base. Et donc la question qui nous a toujours été posée, c'est pourquoi est-ce que vous faites des énergies renouvelables si vous avez un mix énergétique qui est déjà décarboné, à quoi ça sert? Et donc on va le voir notamment ici, c'est que les consommations augmentent et que derrière les sources de production historiques à base de nucléaire vieillissent, que pour les remplacer, il faudra mettre un peu plus de temps que pour développer un parc solaire, par exemple. Au niveau des projections qui sont faites par notre gestionnaire de réseau électrique, on a eu une séparation exigée par la Commission européenne entre la production d'électricité, le transport sur les réseaux haute tension et la distribution sur les réseaux basse tension. Et donc, l'organe qui s'occupe de la gestion des réseaux de transport, RTE, qui fait un peu office d'expert dans tout ce qui est scénario prospective sur la production et la consommation d'électricité, voilà, conduit, vous avez vu l'augmentation de 25%, on va passer à des consommations supérieures de 100 à 200 TWh pour l'électricité. Ça, c'était pour la partie consommation. Sur la partie production, l'autre outil, c'est la loi qui a été passée sur énergie-climat, avec des objectifs de 40% d'électricité renouvelable et 38% de chaleur renouvelable, qui sont un peu les deux piliers, et une déclinaison en puissance installée qui est notifiée dans un outil, mais c'est juste pour information, qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe, pour atteindre ces 40% d'électricité renouvelable, de combien d'éoliens on va avoir besoin, de combien d'éoliens en mer, de combien de solaire, et ainsi de suite. Et ça, c'est un document qui nous occupe énormément de temps parce qu'on est en discussion avec le gouvernement et on va, à la rentrée, se diriger vers une nouvelle période de négociation pour l'après 2028 sur comment et combien on doit développer de renouvelables. Et vous voyez que le solaire, on va en parler dans quelques instants, fait partie des 3 principaux piliers avec l'éolien terrestre et l'éolien en mer, tout simplement parce que le juge de paix derrière, c'est le coût, et qu'on a un arbitre qui est le ministère des Finances qui vient pour dire, écoutez, oui, on doit atteindre 40% d'électricité, mais ce sera à moindre coût pour le consommateur, et donc on va cibler
les filières qui nous paraissent les plus matures et les plus compétitives. Et là, c'est une discussion un peu, j'imagine, comme ce que fait l'ACPER. C'est une discussion de tous les instants en mettant en avant d'autres enjeux que le coût, notamment le volet industriel, notamment le volet emploi et notamment le volet valeur ajoutée pour les territoires. Ça, c'est pour battre en brèche un peu une légende. En tout cas, le gestionnaire de réseau, sur les 6 scénarios de développement de production d'énergie en France à l'horizon 2050, alors on est toujours sur cet arbitrage énergie renouvelable, part du nucléaire, puisque à l'heure actuelle, on est à 75% du mix énergétique qui est nucléaire. Et une loi qui abaissera à 50% cette part, mais au niveau des scénarios de RTE, donc à stabilité réseau, et on n'est pas sur des idées de plus on met de renouvelables, plus on a de chances d'avoir du blackout. On a sur ces 6 scénarios à l'horizon 2050, le plus pessimiste, qui prévoit un taux minimum de 50% d'énergie renouvelable variable, je ne vais pas utiliser le terme d'intermittente, variable, parce qu'une éolienne, même si elle n'est pas à puissance nominale, avec une certaine vitesse de vent, elle peut produire. Donc ce n'est pas du on ou du off. Donc 50% minimum d'énergie renouvelable en France à l'horizon 2050. Donc un effort considérable en ce qui nous concerne sur les filières renouvelables, dont on va voir quels sont les efforts, en tout cas les perspectives de développement attendues. On a, justement, pour répondre à cette exigence du gouvernement sur le donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on était en France sur un système de mécanisme de soutien étatique par tarif d'achat. Ça a évolué en 2016 et on est passé sur un mécanisme de rémunération qui s'apparente au contrat pour différence qui est mis en place en Angleterre notamment, c'est-à-dire que le soutien aux énergies renouvelables s'effectue en fonction du prix de l'électricité sur le marché de gros EPEX de l'électricité en France. Et donc, plus on a un marché d'électricité qui est élevé, moins le soutien de l'État est important. Mais on n'en reste pas moins sur un soutien historique et donc une contrepartie qui est demandée par les gouvernements au niveau de combien est-ce que vous allez nous garantir d'emplois créés, est-ce que vous allez installer des industries, des usines de production, que ce soit des panneaux, que ce soit des éoliennes, etc. On n'a pas la possibilité de mettre en place des critères de contenu local qui soient des exigences. Ça, c'est retoqué par la Commission européenne et c'est retoqué derrière par l'OMC. Donc il faut qu'on arrive, et on va le voir sur le PV, notamment la façon dont on a pu mettre en place cette incitation à produire localement, il faut qu'on arrive à démontrer que pour 1 euro, en tout cas investi par l'État en soutien public, on arrive à dégager beaucoup plus pour la collectivité en matière de taxes, en matière d'emplois générés. Donc on a en 2021 mandaté EY pour une étude qui a été assez importante sur, justement, et qui nous sert, nous, dans notre approche de lobbyiste, qui a permis de mettre en avant, au-delà de l'emploi qui va être généré, toutes filières confondues. Dans les 8 prochaines années, on a 100 000 emplois qui vont être générés en France si on atteint ces objectifs. De montrer qu'on a une multiplication par 2 du taux de retour sur investissement de l'argent public au niveau des énergies renouvelables. Et ça, c'est parce que le principal opposant, entre guillemets, aux renouvelables, en tout cas le juge de paix, c'est la partie finance publique, qui est assez pragmatique et qui ne juge que sur pièce, sur
OK, dans quoi on va investir de l'argent public et dans quelle filière, quel que soit le type de production d'énergie, c'est le plus rentable pour nous, en tout cas c'est le moins impactant sur le budget public. Donc là, c'est une étude qui nous a permis, nous, de positionner les renouvelables comme étant un facteur non pas de ponction du budget, mais bien de développement d'une activité, notamment au niveau local, puisque les renouvelables sont proches des territoires et on a vu des villages se redynamiser avec l'apport d'un projet renouvelable, avec l'apport d'un parc éolien qui était notamment générateur de recettes fiscales. Sur où on en est de la matrice énergétique à 2021 en France en matière de renouvelables. Pour vous donner un petit état des lieux, alors la matrice sur la partie renouvelable est dominée par l'hydroélectricité historique. Ça a été la première énergie renouvelable développée en France, mais avec des perspectives dans les futures années de développement qui sont assez limitées pour des raisons de disponibilité des sites, pour des raisons de contraintes environnementales, d'opposition. Donc on a, en tout cas sur la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, on a peu d'ambition sur l'hydroélectricité, encore un petit peu de potentiel, mais ça portera essentiellement, comme je vous l'ai dit, sur l'éolien et le solaire, avec une partie sur les bioénergies. Mais cette partie-là, le gouvernement a souhaité orienter l'utilisation des bioénergies. Il y a la partie biocarburant qui pose aussi des questions sur les cultures. L'orienter surtout sur la production de chaleur et de froid à partir de bois énergie notamment, sur la méthanisation qui représente aussi un facteur ressources supplémentaires pour le monde agricole. Donc la production d'électricité à partir de bioénergie, elle n'est pas priorisée, en tout cas par le gouvernement, qui souhaite porter l'accent sur la production de chaleur renouvelable plus que sur la production d'électricité. La cogénération n'a plus de système de soutien, par exemple, à partir de ces sources biomasse. Sur la partie blackout et fort taux de pénétration au niveau du renouvelable, on a eu une question là, pendant le dîner à la table. RTE qui est complètement indépendant, hein. Nous on n'a pas d'action chez RTE, hein. C'est une ancienne émanation de EDF, c'est le garant de la stabilité du réseau. Donc qu'on mette du nucléaire, qu'on mette du charbon, pas trop parce qu'ils ont quand même des objectifs de carbonation, mais très pragmatique. Et donc clairement jusqu'à 50% de taux de pénétration du renouvelable, on n'a pas de problème de stabilité de réseau. Et je parle des énergies renouvelables variables, donc type éolien, solaire ou autre. Ils ont poussé plus loin leur réflexion et publié en 2021 avec l'AIE un rapport qui, alors comme je l'ai souligné, il y a des conditions derrière au niveau du stockage, des interconnexions, etc., mais qui démontre la faisabilité technique d'un mix énergétique en 2021. L'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui est une émanation du ministère de la transition écologique, avait montré la même chose sur des scénarios qu'ils avaient publiés quelques mois auparavant. Donc techniquement, en tout cas, il est possible d'atteindre un mix énergétique 100% décarboné et 100% renouvelable. Sur le solaire, juste pour vous donner l'aperçu au niveau mondial. En 2020, donc ça c'est des chiffres qui sont tirés d'un rapport de REN 21, REN 21, qui est un regroupement d'organisations, d'institutions avec l'AIE, avec l'IRENA, etc. Donc ça fait
fait office, en tout cas de référence, 139 gigawatts de solaire installés dans le monde en 2020. C'est l'énergie qui a été le plus installée devant les énergies conventionnelles. Un LCOE moyen, donc qui se situe, vous voyez, à 0,057 US$ par kilowattheure, et une capacité totale mondiale de 760 gigawatts, et une croissance, vous voyez sur la carte, qui démontre l'activité de cette filière, poussée aussi par une baisse des coûts qui a été freinée par les crises actuelles, mais on y reviendra. En France, où on en est sur le solaire, à fin 2021, on avait 13 gigawatts installés. Donc sur différents segments, hein, on est sur des centrales au sol, on est sur des centrales en toiture, on est sur du particulier, on est sur des supermarchés, sur des ombrières, etc. Le foncier est un enjeu, comme on verra. Les objectifs pour 2028, on a une fourchette qui a été négociée avec le gouvernement pour atteindre ces fameux 40%, donc d'objectifs de 35 à 44 gigawatts à l'horizon 2028 de solaire. Donc ça vous montre en l'espace de 6 ans, 7 ans, l'effort qui doit être mis en place. Les objectifs, n'obligent que ceux qui les fixent. On a raté, nous, nos objectifs, on était les seuls mauvais élèves européens à l'horizon 2020 à rater les objectifs de développement de renouvelables. Mais en tout cas, on a un gros potentiel sur cette filière solaire, avec les derniers prix sur des centrales au sol à 55-57 euros du mégawattheure. Ça risque d'augmenter dans les prochaines appels d'offres. Donc on est sur un système en fait, d'appels d'offres lancé par le gouvernement, notre commission de régulation de l'énergie, à échéance régulière sur différents segments, donc le sol, les toitures, les ombrières, etc. Et au regard des réenchérissements du prix des matières premières, voilà, on risque dans les prochains appels d'offres, en tout cas nous c'est en cours de discussion avec le gouvernement, d'avoir des prix qui remontent un petit peu du fait du prix des panneaux solaires qui augmente, du prix des matières premières qui augmente également. Et puis un impact sur l'emploi et PIB, puisque selon l'IRENA, effectivement, le solaire est une énergie qui est intense en ressources humaines et donc créatrice d'emplois locaux pour le développement, la construction et la maintenance. Ça, c'est la courbe qu'on devrait atteindre. Je vous avouerai que l'année dernière, il a été installé 2,6 gigawatts de solaire en France et qu'il va falloir multiplier pratiquement par 2 dans les prochaines années si on veut atteindre le haut de la courbe. Donc l'effort est important et derrière se pose la question, ce qui va faire la transition sur l'autre sujet, sur la disponibilité du foncier, parce que le solaire, il faut des endroits où le mettre. Les surfaces, les toitures ne suffiront pas, bien qu'il y ait des études qui montrent qu'il y a des toitures disponibles à foison, mais il y a d'autres contraintes, notamment de structure, qui font qu'on ne peut pas installer des panneaux solaires sur toutes les toitures. Il y a des questions aussi d'orientation. Donc pour installer plus de 4 gigawatts par an dans les prochaines années, il va falloir qu'on trouve la place où les mettre. D'où, ça je vais passer rapidement, ça reprend un petit peu les idées avec le contenu carbone, je dirais un petit mot. D'où la question de l'agrivoltaïsme. Alors, c'est un sujet qui est assez sensible. On en parlait en préparant cette table ronde, parce qu'on touche à un bien essentiel et à un des piliers de l'économie française, qui est l'agriculture. L'enjeu n'est pas de remplacer les cultures par des panneaux solaires.
On en est au tout début, hein. On en est aux discussions avec les représentants du monde agricole, mais bien de trouver des synergies entre la production solaire photovoltaïque et un impact positif sur les cultures. On voit, et ça a été abordé dans les différents discours hier et aujourd'hui, on voit l'impact du changement climatique sur nos modes de vie. Et c'est l'agriculture qui est en première ligne de cet impact. L'année dernière, on a eu une période de gel après éclosion de certains bourgeons qui ont mis à mal toutes les cultures d'arbres fruitiers. On a des épisodes de grêle qui sont de plus en plus courants, et donc un impact certain sur la production agricole. Et nous, notre positionnement, il est on apporte du solaire pour venir réduire cet effet du changement climatique et protéger les cultures contre ces événements climatiques extrêmes, une irradiation aussi avec des périodes de sécheresse. Là, on en est à des taux de sécheresse assez inquiétants dans certains départements en France, hein, parce qu'il n'a pas plu depuis 1 mois et demi, 2 mois. Assez tôt, hein, on n'en est même pas encore à l'été, on est au début du printemps. Donc l'idée, c'est on ne vient pas remplacer la production agricole par du solaire, mais on vient augmenter ou protéger la production agricole. Et ça, c'est important parce que, on va le voir, on a des organisations professionnelles qui regroupent les agriculteurs qui ont des positions assez dogmatiques sur ce que peut être l'agrivoltaïsme, avec certaines qui, clairement, ne veulent pas aucune installation sur des terres agricoles, qui disent vous en mettez sur les toits des hangars, vous en mettez sur les toits des fermes, mais on ne touche pas au sol. Et derrière, notre rôle, c'est d'essayer de les mettre autour de la table et de discuter avec eux pour, non pas les convaincre, mais essayer de les emmener avec nous sur du gagnant-gagnant pour les agriculteurs et pour l'atteinte des objectifs de production d'énergie solaire. Ça, c'est un slide qui est issu d'une audition à l'Assemblée nationale, justement sur ce sujet, parce que ça remonte au niveau des députés et derrière du gouvernement. On a une forêt française donc, qui croît, c'est les chiffres hein, de l'ONF, l'Office national des forêts, de 85 000 hectares par an, une artificialisation des sols qui progresse aussi de 55 000 hectares par an, des objectifs, on l'a vu pour la PPE, de 30 gigawatts. Alors, on ne va pas tout mettre sur des terres agricoles, ce n'est pas ça le but, mais les estimations de ce que pourrait être l'agrivoltaïsme, quelle serait l'incidence sur les surfaces agricoles, on est entre 0,01% à 0,1% de la superficie agricole utilisée qui pourrait être dédiée aux cultures agrivoltaïques. Donc on est vraiment sur des niveaux très bas d'impact sur la partie culture et donc une emprise au sol qui est très limitée. On s'est beaucoup penché sur la définition, les mots ont leur importance, sur la définition de ce qu'on entendait par agrivoltaïsme. On travaille beaucoup sur la linguistique parce que c'est aussi, ça a été en tout cas au début un mot fourre-tout. Et ce qu'on voulait éviter, notamment, c'est des contre-références et des projets qui se disent agrivoltaïques, mais qui, au fond, sont je mets des panneaux solaires sur un champ agricole, je fais circuler 4 brebis, et puis je dis que c'est de l'agrivoltaïque. C'est pas ça, parce que ça crée des contre-références et ça donne en tout cas des munitions pour les opposants en disant ben voilà, vous regardez, c'est pour vous, c'est ça l'agrivoltaïsme.
derrière, quelle est la valeur ajoutée pour le monde agricole? Zéro. Donc, nous-mêmes, et ça continue d'être une discussion au sein de nos membres de la commission solaire, on a souhaité fixer un cadre et des règles qui évitent d'avoir des abus sur ce que pourrait être l'agrivoltaïsme. Donc, des définitions, et derrière, ça a été, en tout cas, repris, puisque le prochain appel d'offres, puisqu'on fonctionne sur appel d'offres, réserve une part sur l'agrivoltaïsme avec certaines règles. Donc on a commencé doucement en recensant les projets, non pas exemplaires, mais les bonnes pratiques sur ce que pourrait être l'agrivoltaïsme, avec des projets d'ombrières, avec des projets pour de la pisciculture, avec des projets sur de l'élevage. Donc on a mis en place ce guide qui est disponible sur notre site internet, pour commencer doucement et déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on entendait par l'agrivoltaïsme et comment mettre en avant des bonnes pratiques qui étaient acceptées par le monde agricole et développées par nos membres au sein du CER. Et puis on a poursuivi le dialogue avec ses représentants, il en manque un qui est la coordination rurale, avec ses représentants du monde agricole. Et le retour d'expérience, il est assez complexe parce que vous avez des représentants comme la FNSEA qui est la plus importante, qui ont des positions, comme j'ai dit, assez arrêtées sur ce que peut être l'agrivoltaïsme. Et puis quand vous allez sur les territoires ou que vous discutez avec d'autres organisations, il y a des positions qui sont, si ce n'est antagonistes, au moins largement différentes sur ce qu'on entend par l'agrivoltaïsme et l'acceptabilité. Donc on continue à travailler avec ces organisations. C'est essentiel de les mettre dans les discussions. On veut éviter les levées de boucliers qu'on a pu avoir et qu'on a toujours sur l'éolien terrestre, avec des oppositions systématiques sur les projets et des durées de développement qui vont jusqu'à 12 ans, 15 ans pour certains parcs éoliens, du fait de l'opposition locale. Donc là, on prend un peu plus de temps pour essayer d'emmener tout le monde vers un chemin commun et d'encadrer ce que pourrait être cet agrivoltaïsme de demain. On a travaillé aussi avec l'Institut national de l'origine et de la qualité, puisque certains produits agricoles qui sont soumis à ces appellations d'origine contrôlée, pour voir comment l'agrivoltaïsme pourrait s'intégrer aussi et ne pas modifier le fait que vous aviez un fromage ou un type de blé qui soit labellisé avec un label de qualité derrière et qui perde ce label du fait de l'apport du solaire sur ces terres biologiques, etc. Donc là aussi, c'est un travail qu'on continue à mener avec l'INEAO. J'ai fini. J'ai fini. Et donc, embarquer aussi d'autres acteurs sur la normalisation, l'ADEME également, qui fait office un peu de garant justement sur ce qu'on peut appeler qualité environnementale et agrivoltaïsme. Et puis on arrive à ce résultat, puisque le prochain appel d'offres qui va être lancé par notre commission de régulation de l'énergie prévoit un maximum de 250 MW de solaire au sol qui fléchés sur les terrains agricoles. Alors les critères sont assez drastiques, en tout cas, mais c'est pour nous une avancée notable dans ce qu'on pourrait faire ensemble avec le monde agricole demain, que d'avoir cet appel d'offres porté par l'État, fléché sur des terrains agricoles au sol et non pas sur des surfaces en toiture. Dernier point, et je m'arrête là parce que tu vas en parler beaucoup mieux, comment on fait pour localiser la production de modules solaires en France, ou en tout cas faire en sorte qu'on ait toujours des fabricants français qui en plus investissent dans des nouvelles capacités de production.
Je ne vous refais pas l'historique, mais il faut savoir que dans les appels d'offres qui sortent de la Commission régulation de l'énergie, vous avez un critère carbone, c'est-à-dire que ça fait partie de la notation, c'est-à-dire que les modules solaires que vous devez utiliser doivent répondre à un maximum de taux de carbone certifié par un organisme indépendant, ce qui nous permet en tout cas d'avoir un levelement, en tout cas une moindre compétitivité des modules asiatiques par rapport à nos modules en France, tout simplement parce qu'on n'a pas non plus les mêmes capacités de production. On est dans l'ordre de la centaine de mégas alors qu'ils sont sur la dizaine de gigas. Donc on a mis en place ce critère carbone qui a été accepté par la Commission européenne, qui nous permet encore d'avoir des producteurs locaux de modules qui investissent dans des capacités supplémentaires. Et on a un programme porté par la Commission de Gigafactory pour lequel on espère voir le jour incessamment sous peu. Voilà, merci pour votre attention et puis je suis à disposition pour des questions. Merci beaucoup, Cyril. Super intéressant. Je retiens plein de choses, plein de chiffres. Je me souviendrai de l'agrivoltaïsme, mais le vrai, pas le faux. 2600 MW par an, c'est beaucoup. Ce matin, on parlait hier de 1000 MW par an qu'on veut faire au Québec, donc on est beaucoup au-delà de ça. Critère carbone aussi, super intéressant, qui est venu remplacer le critère de contenu local. Puis ça m'amène justement à notre prochain panéliste qui a réussi à tirer son épingle du jeu avec ce critère carbone. Donc, comment faire bénéficier cette entreprise avec une électricité qui est déjà décarbonée au Québec. Donc, je vous présente Sébastien Arcan, vice-président des opérations internationales et du développement des produits chez Stace. Sébastien est responsable d'identifier et de développer les nouvelles opportunités permettant à Stace de continuer d'être reconnu comme chef de file mondial dans la conception et la fourniture de solutions de transmission et de génération de puissance. Gradué de l'École polytechnique de Montréal et de Lynn University de Boca Raton, Sébastien a œuvré au sein du conglomérat General Electric pendant 15 ans, jusqu'au moment où sa division pour laquelle il travaillait devienne Stace. Sébastien se distingue par sa passion de travailler avec les gens pour arriver à développer des nouvelles solutions en énergie renouvelable qui transforment l'industrie. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Puis je tiens à remercier moi aussi l'ACPER tout d'abord de nous donner l'opportunité de vous présenter STAS, de vous parler aussi de nos projets qu'on fait actuellement en Europe, entre autres, en France, et de voir comment on peut importer certains de ces concepts-là au Québec et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici. Donc, tout d'abord, juste un petit rappel sur qui on est. Donc, on est une ancienne filiale de General Electric qui opère depuis 1977 à Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, tout d'abord, c'était pour fabriquer des équipements de moyenne tension, des barres blindées pour Hydro-Québec. À l'époque, Hydro-Québec recherchait un contenu local. GE avait ouvert l'usine à Saint-Augustin pour fabriquer ces barres blindées-là à phase isolée pour toutes les centrales de la baie James. Par la suite, donc ça fait longtemps qu'on est dans le renouvelable depuis les débuts, depuis 1977. En 2005, on a développé un jeu de busbar qui va dans les tours d'éoliennes pour conduire l'électricité du haut de la tour au bas de la tour d'éoliennes. On en a maintenant plus de 30 000 d'installés à travers le monde dans des turbines éoliennes. Donc, c'est une belle réalisation de notre équipe qu'on a fait. C'est pour remplacer vraiment tout ce qui était câble. Ça offre des meilleures performances au niveau technique et économique aussi. En 2015, il y a eu un gros événement. On est devenu STAS, donc maintenant on est une entreprise complètement québécoise. Donc on n'a plus de lien avec General Electric autre que fournisseur à l'occasion, client fournisseur, mais c'est tout. Donc on est vraiment une entreprise indépendante québécoise. Et c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut faire plus dans le marché solaire? Parce qu'on avait déjà commencé dans le solaire depuis une dizaine d'années maintenant, où est-ce qu'au départ, on intégrait onduleurs, transformateurs de puissance sur des skids qu'on livrait au Nevada, en Californie, donc dans des centrales solaires. Et quand on est devenu STAS, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus à nos clients? Et là,
on a pensé aux modules solaires, dire on devrait intégrer les modules solaires dans notre offre, de manière à offrir davantage, offrir une solution plus complète à nos clients. Et en 2016, on a fait l'acquisition d'une technologie de modules solaires en France. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a commencé dans le marché français. La technologie nous provenait de là. Donc, on a fait l'acquisition de cette technologie-là. Par la suite, on a acheté des équipements aux États-Unis, en Europe, en Ontario, qu'on a transféré à notre usine de Trois-Rivières, une nouvelle usine à Trois-Rivières qu'on a créée pour fabriquer ces modules-là. Puis, en 2019, on a fait l'acquisition d'une compagnie de construction solaire en France. Parce qu'on était déjà sur le marché français à fournir nos produits, on s'est rapproché, entre autres, d'un contracteur général qui était là et on en a fait l'acquisition. Donc maintenant, en France, on fournit nos produits et on construit nos projets, les projets qui nous sont donnés par les développeurs à construire. Et il faut retenir que plus de 95 % de nos produits sont présentement exportés à l'international, tout ce qu'on produit au Québec. Donc, nos places d'affaires, on a toujours notre usine à Saint-Augustin, qui est notre siège social, encore à aujourd'hui. On a un petit parc solaire aussi pour tester nos technologies sur notre site à Saint-Augustin. On a l'usine à Trois-Rivières, où est-ce qu'on fabrique nos modules solaires. On a des bureaux à Phoenix, en Arizona. On a une équipe d'ingénierie là-bas. On a aussi un petit parc solaire. Donc, on a un Power Purchase Agreement avec Southern California Edison, avec qui on vend notre électricité. On n'est pas un développeur. On ne veut pas jouer aux développeurs non plus, sauf qu'on a un parc comme ça qui nous permet de tester nos technologies, de faire opération maintenance, donc de voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec nos technologies. En France, on détient aussi là-bas des parts dans un parc solaire et on a notre équipe de construction. Et finalement, une de notre fiertés, c'est l'usine à Matane, qui est l'ancienne usine de Nercon, dont on a fait l'acquisition en septembre l'an passé. Donc, le but, c'était d'avoir de l'espace. Là-bas, on en a. Pour ceux qui connaissent l'usine, c'est grand, il y a de l'espace, il y a de la capacité. On a de plus en plus de demandes pour des cabinets électriques de grande envergure. Donc, cette usine-là va pouvoir nous permettre de réaliser ces projets-là. Aussi des composantes pour éoliennes, des composantes pour le solaire et les systèmes de stockage aussi qui vont pouvoir être faits là-bas. Maintenant, pourquoi la France a été le premier marché de modules solaires pour Stas? Bien, premièrement, comme je vous disais tout à l'heure, la technologie provenait de la France. Ça nous a mis rapidement en contact avec des développeurs là-bas qui étaient intéressés par notre technologie. Je ne vous cacherai pas non plus que la langue, ça a été un atout quand même. Là, les Québécois, on est bien perçus en France, puis on a une bonne réputation là-bas. Donc, sans dire que ça a été facile, ça l'a du moins facilité un petit peu le début. Il y en a qui ont été prêts à nous faire confiance. Et il y a aussi le bilan carbone que Cyril a abordé tout à l'heure. Parce qu'en France, dans les appels d'offres, il y a 3 critères que les développeurs doivent respecter lorsqu'ils déposent un projet. Tout d'abord, il y a le prix à laquelle ils vont vendre leur électricité. Ça vaut 70 % de la note quand leur projet va être évalué. Par la suite, il y a le bilan carbone, qui représente 21 % des points. Et finalement, il y a le type de terrain utilisé, qui représente 9 %. Donc, quelqu'un qui ferait ça sur une belle terre agricole va avoir 0 points. Quelqu'un qui fait ça sur un ancien site contaminé, il va avoir 9 points. Au niveau du bilan carbone, c'est en fonction du niveau de bilan carbone qu'on va avoir plus ou moins de points. À titre de référence, les modules asiatiques, pour la plupart, pourraient être autour de 1150 kg de CO2 par kilowatt. Ça, c'est selon la méthodologie de la Commission de régulation de l'énergie, leur méthode de calcul. Quand on suit cette méthode de calcul-là, on va arriver à ce niveau carbone-là. Pour nos modules, présentement au Québec, on est à 450. Donc, c'est beaucoup plus bas. Donc, le développeur qui choisit nos modules, ça lui permet d'aller chercher beaucoup plus de points quand il dépose son projet à l'appel d'offres. Mais il y aurait moyen de faire encore mieux. Puis quand on parle de chaîne d'approvisionnement locale, on parle beaucoup de local présentement, mais plus on réussirait à intégrer de composantes locales, que ce soit de l'aluminium. On en a de l'aluminium au Québec, pourtant on n'est pas capable d'en avoir pour des modules solaires. Même chose pour du verre. On est capable de faire du verre au Québec, mais on n'en a pas de disponible pour les modules solaires. Si on était capable d'aller chercher une chaîne d'approvisionnement plus locale, on réussirait à baisser ce bilan carbone-là
à autour de 200 kg. Puis là, on battrait même la Norvège, qui présentement réussit à se distinguer à cause de son hydroélectricité aussi. Donc, par la suite, juste vous dire un petit peu, je veux vous présenter 2 projets forts qu'on a présentement en France, puis qui, je pense qu'ils peuvent nous inspirer au Québec pour le futur, pour nous donner des idées au niveau du développement, entre autres. Le premier projet, c'est un projet qu'on vient de compléter l'an dernier à Bordeaux. Tout à l'heure, on parlait avec Cyril des terrains. À quel endroit on va mettre du solaire? Le solaire, ça prend environ 1 hectare par mégawatt installé. Donc, quand on parle à des gens, des fois, ils vont nous dire, bien, ça prend beaucoup d'espace. C'est où qu'on va mettre ça? On ne veut pas mettre ça sur des belles terres. Là-bas, le projet qu'on a fait, ça a été fait sur un ancien site d'enfouissement de la ville de Bordeaux. Donc, c'est un site d'enfouissement sur lequel il y a eu une membrane d'installer, par la suite un peu de terre, mais il n'y avait plus rien à faire avec ce terrain-là. On a installé 60 mégawatts, c'est l'équivalent de 28 de la consommation de la ville de Bordeaux. On a 60 mégawatts d'installés. La façon de faire, parce qu'on ne pouvait pas là, planter les pieux, tout ça, il a fallu faire des bases en béton. Donc, ça aurait pu être en béton préfabriqué, mais ça a été tout coulé sur place, sur lequel le site a été monté. Hydro-Québec nous parle souvent de décentralisation de la production électrique, de se rapprocher des villes. On le voit présentement avec les pannes qu'il y a eu, avec les orages des derniers jours. Bien, la centrale est tout de suite à côté de la ville. Puis quand on pense à des sites d'enfouissement, c'est souvent très, très près des villes. Ou même à Québec, près de notre usine, il y a un beau site d'enfouissement qui est là, qui est entouré d'un quartier résidentiel, puis il n'y a rien à faire avec ce terrain-là. C'est une place qui pourrait mettre 20 mégawatts facile. Donc, il y a des terrains comme ça, je pense, qui peuvent être identifiés, qui peuvent permettre d'installer du solaire tout en revalorisant les terrains. L'autre avantage du solaire qu'on voit dans ces sites-là, c'est quand même facile à cacher. En France, il commence à y avoir beaucoup de discussions, entre autres au niveau de l'éolien, la présence d'éoliennes au visuel, tout ça, alors que le solaire est facile à cacher. Puis je ne veux pas caler l'éolienne en disant ça, là, parce que je crois beaucoup au mix énergétique complet puis à toutes les formes d'énergie électrique. Finalement, l'autre projet, c'est l'agrivoltaïsme. Ça aussi, Cyril l'a abordé tout à l'heure. Donc, c'est des projets qu'on construit présentement. On vient d'en terminer 2 cette année. On en a 3 autres à faire d'ici la fin de l'année, 11 l'année prochaine, toujours en France. C'est des projets qui ont une taille entre 2 et 10 mégawatts, dépendamment des sites. Mais c'est super intéressant parce que le site, l'agriculteur est là, lui, ça lui donne un avantage, ça protège ses cultures, ça protège ses plantes, ça augmente sa production aussi. Parce que ce qu'on voit, les structures, c'est des trackers un axe qu'on appelle. Donc, les panneaux peuvent faire comme ça d'est en ouest. Normalement, ce serait pour s'aligner au soleil et suivre le soleil. Mais là, quand le développeur vient proposer son projet à l'agriculteur, il va perdre l'avantage du tracker en le mettant à la disposition de l'agriculteur, en disant à l'agriculteur, nous, on va se servir du tracker pour augmenter ta production au niveau agricole. Donc, quand tu vas avoir besoin de plus de laisser passer le soleil, on va le tourner d'une façon, mais si on a besoin de cacher tes plantes, on va s'en servir pour cacher les cultures. Donc, ça, c'est en fonction vraiment de la température de passée ou de la température à venir. Il y a des algorithmes qui ont été développés qui font opérer nos trackers puis qui viennent leur dire en quelle position se mettre. Donc, le développeur, c'est sûr que dans son plan d'affaires, il doit considérer que ce ne sera pas le même rendement que s'il suivait parfaitement d'est en ouest le soleil. Mais d'un autre côté, les développeurs là-bas, l'avantage qu'ils y retrouvent, c'est que normalement, ils monnaient un peu ou ils échangent l'utilisation du terrain contre les avantages qu'ils viennent donner à l'agriculteur. On s'en sert aussi pour protéger de la grêle. Donc, des fois, les agriculteurs nous font mettre des espèces de filets là, entre les trackers pour protéger aussi de la grêle. Donc, beaucoup d'avantages à ce niveau-là, double usage du terrain. On le fait, entre autres, sur des vignes. Ça, les photos, ils ont été prises, ça ne fait pas longtemps, là, c'est sur des pêchers, donc ça fait des pêches. Puis, je ne savais pas que ça s'appelait un pêcher avant de faire ce projet-là.
Puis, on voit la photo à droite, ça a été prise par un agriculteur qui a été épaté, là. Il s'est levé un matin, puis le terrain avait l'air de ça. Donc, on voit au bas que la zone qui n'est pas protégée par le tracker, il y a un gel dessus, alors que la zone où est-ce qu'il y a les trackers est exempte du gel. Si on pense au printemps hâtif qu'on a eu l'année passée, en 2021, où est-ce qu'on a vu à la télévision des agriculteurs qui ont dû allumer des feux dans les champs pour créer un nuage de fumée, pour réussir à garder quelques degrés au niveau du sol, bien, présentement, les études là-bas nous disent qu'on va aller chercher 3 jusqu'à 4 degrés des fois de différence au niveau du sol, juste par la présence des trackers. Donc, il y a vraiment un avantage au niveau agriculture là-bas, avec ça, avec cette solution-là. Présentement, au Québec, bien, des solutions comme ça, il y a des agriculteurs qui nous ont approchés, qui avaient vu passer des choses comme ça, mais le cadre juridique actuel ou la façon de faire ne nous permet pas encore de faire ces projets-là ou de les rendre rentables, parce qu'il y a des agriculteurs présentement qui viennent nous voir et qui disent « Est-ce qu'on peut installer ça? » Bien oui, mais c'est comme de l'autoconsommation, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais on est convaincu que ça, c'est appelé à être revu prochainement par Hydro-Québec parce qu'on sent que ça pousse puis que les gens veulent avoir du solaire, autant côté commercial, autant côté résidentiel que le côté des parcs solaires aussi. Finalement, pourquoi ça peut représenter une opportunité pour le Québec? Tout à l'heure, sur l'heure du midi, on entendait Mme Anglade dire qu'on a toujours été des pionniers au niveau technologique et en particulier au niveau de l'électrique au Québec. On y croit beaucoup. On a toujours été des chefs de file dans le monde là-dessus. Je pense qu'il faut que ça continue. Puis si on veut que ça continue, il faut au moins connaître chacune des technologies disponibles et en utiliser au moins en partie. Le solaire en fait partie. Le mix énergétique, incluant le solaire, on y croit. Parce que oui, on produit plus le midi, sauf que ça nous permet, à partir des barrages, de stocker. C'est un mix énergétique complet qui nous permet, en bout de ligne, d'avoir une production plus stable au fil du temps, puis répondre aussi aux besoins énergétiques et croissants. On a aussi un savoir-faire au niveau des universités. On travaille, nous, beaucoup en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. On a plusieurs projets avec eux. Ils sont reconnus, ils ont des ententes aussi à l'international. Donc, on a un savoir-faire local qui, malheureusement, présentement dans le solaire, n'est pas encore beaucoup exploité. Quand il est exploité par les développeurs, par les firmes d'ingénierie qu'on a au Québec, souvent, il est exporté présentement, ce qui est bien aussi. Mais je pense qu'il y aurait de la place pour du solaire au Québec. L'autre point, c'est se servir de l'hydroélectricité pour fabriquer des modules solaires verts. On en a parlé avec le bilan carbone. Quand on parle d'exportation d'hydroélectricité, on pense souvent à Hydro-Québec, les gros contrats de vente d'électricité aux États-Unis. Mais une autre façon aussi qui est simple d'exporter notre électricité, c'est par la transformation du produit qui en requiert. Quand on fabrique des modules solaires à l'aide de l'hydroélectricité, on fabrique un module vert qu'on peut exporter. Et présentement, c'est ce qu'on réussit à faire là, sur le marché français parce qu'ils reconnaissent ce critère-là dans le choix des modules. Et finalement, développer la chaîne d'approvisionnement complète. On voit de plus en plus que ça s'en vient. J'en parlais tout à l'heure, ça nous aide à baisser aussi le bilan carbone. Mais l'autre avantage, c'est la situation géopolitique actuelle. Ça bouge. On a vraiment beaucoup de clients présentement qui, avant, nous comparaient beaucoup au marché asiatique. À nos clients européens nous disaient votre compétiteur en Chine réussit à faire ça, ça, ça. Présentement, les premières discussions qu'on a, c'est d'où provient votre matériel, la responsabilité sociale d'entreprise, respect des droits de l'homme. On le voit, on commence à le percevoir. Les gens sont même, ils le considèrent présentement beaucoup plus qu'auparavant. Donc ça, c'est appelé à changer aussi. Et on parle beaucoup d'approvisionnement local. Donc, il y a une place pour le Québec là-dedans. Puis, je pense que ça s'en vient vraiment, la construction de parcs solaires au Québec. Les règlements vont changer parce qu'il y a beaucoup de pression présentement. Les gens veulent du solaire, autant dans le commercial, dans le résidentiel, dans l'industriel, puis au niveau des développeurs, au niveau des parcs solaires. Donc, si on ne veut pas rater le bateau, bien, c'est maintenant qu'il faut s'impliquer au Québec. Merci.